Bonjour à vous voyageurs. À force d'enquêter sur les fantômes, les disparitions et les univers parallèles, je tombe parfois sur des histoires que je garde pour moi, tout simplement parce qu'elles me laissent sans réponse. Et pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'affaires si étranges qu'elles pourraient être dans un ouvrage fantastique et pourtant elles ont vraiment existé. Un extraterrestre enterré dans un cimetière texan, un enfant disparu qu'on a remplacé et un journaliste mystérieusement disparu après être tombé amoureux d'un fantôme. 3 histoires que je ne vous ai jamais racontées jusqu'à aujourd'hui. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Il est tard, le 17 avril 1897. Dans la petite ville d'Aurora, au Texas, un journaliste nommé Hayden relit ses notes à la lumière d'une lampe à huile. Toute la journée, il a interrogé les habitants, observé les débris, pris soin de recouper les témoignages. Et maintenant, il s'apprête à écrire l'article qui fera basculer Aurora dans la légende. Devant lui, les pages tremblent légèrement. Peut-être à cause du vent ou peut-être à cause de ce qu'il s'apprête à raconter. À 6h du matin, aujourd'hui, les lève-tôt d'Aurora ont été saisis par l'apparition soudaine d'un vaisseau volant. Un vaisseau, un engin inconnu, venu du ciel, qui s'est écrasé sur la propriété d'un juge local, détruisant son moulin à vent et son réservoir d'eau. Et dans les décombres, un corps, pas tout à fait humain. Le pilote, affirment les témoins, n'était pas de ce monde. Hayden prend une inspiration, trempe sa plume dans l'encre. Dès que son rédacteur en chef l'aura validé, son article paraîtra dans le Dallas Morning News. Et avec lui, la première trace écrite d'un enterrement extraterrestre sur le sol américain, 50 ans avant Roswell. Alors cette histoire est vraiment rocambolesque à de nombreux égards et nous allons revenir sur les détails. Le pilote, selon les témoins, n'était pas de ce monde. Certains affirment même qu'il venait de Mars, une idée soutenue par un certain Wims, officier du Signal Service de l'armée américaine et astronome amateur, venu spécialement de Fort Worth pour examiner les lieux. L'être n'aurait pas survécu au crash. Et, détail extraordinaire, les habitants d'Aurora l'auraient enterré selon les rites chrétiens, dans le petit cimetière de la ville. Bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore beaucoup de témoignages de contactés et peu d'informations sur les rites funéraires extraterrestres, donc je comprends qu'ils aient fait avec les moyens du bord, mais bref. Le site gouvernemental d'Aurora précise d'ailleurs que plusieurs témoins, au printemps 1897, auraient aperçu un grand aéronef dans le ciel du Texas. Alors, c'est peut-être l'un de ces aéronefs qui serait écrasé le 17 avril sur la propriété du juge Proctor. L'engin aurait percuté son moulin à vent avant d'exploser, projetant des débris enflammés sur des mètres à la ronde. Et on décrit un engin en forme de cigare. Parmi les restes tordus et noircis, les habitants disent qu'on aurait retrouvé un corps méconnaissable, une sorte de créature. Et ils l'appelleront plus tard, avec une étrange tendresse, Ned. Et là encore, les faits sont consignés. La plaque du Texas Historical Commission atteste de l'incident. Et le site officiel de la ville le mentionne encore aujourd'hui comme une part de son patrimoine. Alors qu'en penser ? Une fable du 19e siècle ou bien la première trace d'un contact ? À la suite, de nombreuses enquêtes plus contemporaines ne font qu'ajouter de la confusion à l'ensemble de l'histoire. On raconte que les débris de l'aéronef auraient été jetés dans un puits juste à côté du moulin à vent détruit. Une partie aurait même été enterrée avec le corps de Ned dans le cimetière. Et des décennies plus tard, en 1935, un homme du nom de Bradley Oates rachète la propriété du juge Proctor. En nettoyant l'ancien puits pour en faire une source d'eau, il découvre à son tour d'étranges fragments métalliques tordus et incrustés dans la paroi.
Peu de temps après, il développe une sorte d'arthrite sévère qu'il attribue à la contamination de l'eau par les débris de l'engin. Oates, terrifié, décide de condamner le puits. Il le fait sceller sous une épaisse dalle de béton et construit par-dessus un petit abri comme pour empêcher qu'on y touche à nouveau. Et sur cette dalle, on pouvait lire une inscription scellée en 1945. Un acte banal, peut-être, ou une tentative de refermer une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Je vous interromps quelques secondes pour vous donner quelques informations. Tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont abonnés. C'est hyper important pour nous. Sachez que 60% des gens qui regardent nos vidéos ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ce contenu, si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous parce que nous, ça nous encourage. Ça aide aussi beaucoup à faire connaître nos recherches à plus de monde possible. Pour ça, vous pouvez booster la vidéo dans la première semaine qui suit la sortie de la vidéo. Sur téléphone portable, vous mettez un like et vous avez l'option booster. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et bien sûr partager avec d'autres personnes notre travail. Ça aide à faire un travail complémentaire à celui de l'algorithme. Sachez que si, quand vous regardez la vidéo, il y a moins de 500 vues, eh bien écoutez, c'est vous qui pouvez faire la différence pour nous parce que c'est sur ces 500 premières vues que YouTube se base pour recommander nos sujets à d'autres personnes. Allez, je vous laisse revenir. Certains ufologues affirment d'ailleurs que le métal retrouvé sur place ne correspondait à aucun alliage connu de l'époque. Ça aurait été un mélange d'aluminium et d'argent d'une pureté presque impossible. Puis, en 1980, donc presque 100 ans plus tard, une autre version commence à circuler. Cette fois, on ne parle plus d'un crash venu du ciel, mais bien d'un canular extraterrestre. Le Times Magazine publie une interview d'une habitante d'Aurora, âgée de 86 ans, Etta Peggs. Elle affirme que Haydon, l'auteur de cet article original, aurait tout inventé. Selon elle, il aurait écrit cette histoire comme une blague pour redonner de l'intérêt à la ville d'Aurora. Car à la fin du 19e siècle, la ville dépérissait, le chemin de fer l'avait contournée et Aurora se vidait lentement de ses habitants. Peggs ajoute même un détail qui fait vaciller toute la légende. Le juge Proctor, dit-elle, n'aurait jamais eu de moulin à vent sur sa propriété. Sauf que des décennies plus tard, une équipe de l'émission UFO Hunters retrouvera bien les vestiges d'une tour de pompe à eau en bois érigée précisément à l'emplacement du fameux moulin. Mais là encore, rien n'est simple. En 2020, un chercheur du podcast Monster Talk Live remet tout en cause. Selon lui, le puits visible aujourd'hui n'est qu'un puits moderne, construit après 1940 et qui n'aurait donc rien à voir avec celui du juge Proctor. Et la farandole des allers-retours entre une possible vérité et l'arnaque continue. Le 19 décembre 2005, la chaîne History Channel diffuse un épisode de UFO Files intitulé Texas Roswell. L'émission s'appuie sur une enquête menée en 1973 par Bill Case, journaliste aéronautique pour le Dallas Times Herald et directeur général du MUFON, le Mutual UFO Network, qui est hyper connu dans le milieu. L'organisation affirme avoir retrouvé 2 nouveaux témoins du crash. La première, Mary Evans, avait 15 ans à l'époque des faits. Elle raconte que ses parents s'étaient rendus sur le lieu de l'accident, mais lui avait interdit d'y aller. Selon leur récit, il y avait bien un corps qui n'était pas humain. Et le second témoin, Charlie Stephens, n'avait que 10 ans. Il se souvient avoir vu depuis son champ un engin dans le ciel, traînant derrière lui une fumée noire, avant de disparaître vers le nord. Son père, raconte-t-il, est allé en ville le lendemain et a vu les débris de ses propres yeux. Fort de ces témoignages, les enquêteurs du MUFON se rendent alors au cimetière d'Aurora. Ils y découvrent une pierre tombale étrange, ornée d'un symbole équivalent à un disque volant, et leur détecteur de métaux signale quelque chose enfoui en dessous. L'équipe demande alors l'autorisation d'exhumer la tombe. Refus catégorique de la part du comité du cimetière. Et quelques jours plus tard, la stèle disparaît. À sa place, un simple tube de métal planté dans le sol. Et les détecteurs, cette fois, ne réagissent plus. Pour le MUFON, le mystère restait entier. Aucune preuve solide, mais pas non plus d'éléments permettant d'écarter définitivement
la piste du crash. Bref, une vraie bonne histoire paranormale avec son lot d'incohérences tout autant que de doutes. Mais au-delà du folklore, moi je trouve que ça pose des questions à bien des égards. Parce que oui, en fait, des questions j'en ai plein. D'abord, est-ce qu'un extraterrestre peut mourir ? Parce que dans les récits de contactés, les êtres d'ailleurs ne vieillissent pas. Ils changent de forme, ils vibrent à d'autres fréquences. Et George Adamski, lui, affirme bien autre chose. En 1952, il aurait rencontré un Vénusien nommé Horton dans le désert californien. Il aurait pris une photo d'une soucoupe volante atterrissant non loin de lui et il aurait même été invité à bord du vaisseau. Il a écrit plusieurs livres à succès. Donc il y a Flying Saucers Have Landed, les soucoupes volantes ont atterri, Inside the Spaceship, à l'intérieur du vaisseau, et Flying Saucers Farewell, qui veut dire à bientôt, les soucoupes volantes. Et selon lui, les extraterrestres ne vieillissent pas comme nous. Ils vibrent à une autre fréquence. Ils ne tombent pas malades, comme la majorité d'entre nous. Ils ne meurent pas, tout du moins pas de la même façon. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on a enterré ? Un corps dénué d'âme ? Une coquille vide ? Et dans le pire des cas, aurait-on enterré quelque chose d'encore vivant ? Parce que chez les êtres humains, ce genre d'histoire existe. Le cas le plus célèbre, c'est celui de Marjorie McCall en Irlande au XVIIIe siècle. On raconte qu'elle aurait succombé à une forte fièvre et qu'on l'aurait enterrée en hâte dans le petit cimetière de Lurgan. Quelques jours plus tard, des pilleurs de tombes, attirés par la bague qu'elle portait encore au doigt, auraient déterré le cercueil. Mais au moment de lui retirer le bijou, Marjorie se serait réveillée. On dit qu'elle serait rentrée chez elle, encore vêtue de sa robe funéraire, sous les cris d'effroi de son mari, persuadée de voir un fantôme. Sa pierre tombale, encore aujourd'hui, porte l'épitaphe Lived once, buried twice. Elle a vécu une fois, mais elle a été enterrée 2 fois. Et c'est pas un cas isolé. En France, dans les années 1930, Angelo Hayes, jeune motard de 19 ans, succombe à un accident terrible. Et on le croit mort. Son visage est méconnaissable, les médecins concluent trop vite. 2 jours plus tard, avant une autopsie prévue par les assurances, on ouvre son cercueil et il est encore chaud. Angelo Hayes survivra, deviendra une célébrité locale et, ironie du sort, consacra sa vie à concevoir des cercueils de sécurité équipés de systèmes d'air et d'alarme pour prévenir ce genre de tragédie. Ces histoires, aussi incroyables soient-elles, ne sont pas rares. Au XIXe siècle, la peur d'être enterré vivant était si forte qu'on inventa des cercueils à clochettes, une corde reliée au poignet du défunt et une clochette au-dessus de sa tombe pour qu'il puisse appeler à l'aide au cas où. Alors oui, je repose la question, quand on a enterré le corps de Ned à Aurora, qu'a-t-on vraiment mis sous terre ? Un être, conscient ou non, d'un autre monde, ou un corps en stase suspendu quelque part entre 2 réalités ? Car parfois, ce ne sont pas les morts qui reviennent, ce sont les vivants qui ne sont plus vraiment eux-mêmes. En 1912, dans la petite ville d'Opelousas, en Louisiane, un drame secoue la presse. Le petit Bobby Dunbar, 4 ans, disparaît au bord d'un lac lors d'un pique-nique familial. Les recherches durent des semaines. On draine les marais, on fouille les cabanes de pêcheurs, on offre une récompense, mais rien. Et puis, 8 mois plus tard, un miracle. À près de 400 km de là, on retrouve un enfant qui lui ressemble. Il est vivant, amaigri, un peu hagard, mais vivant. Et les journaux titrent « Le petit Bobby Dunbar a été retrouvé ». Les parents arrivent sur place, bouleversés. La mère hésite un instant, puis le serre dans ses bras en sanglotant. « C'est bien mon fils ». L'affaire semble résolue, sauf qu'un homme, un modeste ouvrier nommé William Walters, affirme que l'enfant s'appelle en réalité Bruce Anderson et qu'il est le fils d'une employée de maison avec lequel il voyageait. Les 2 familles s'affrontent devant la justice. La mère biologique supposée du petit garçon est appelée à la barre. Elle pleure, elle supplie, elle dit qu'il est bien son fils. Mais les Dunbar, plus riches, plus influents, remportent le procès. Walters est arrêté.
accusé d'enlèvement. Il est condamné puis relâché après 2 ans de prison, faute de preuves solides. Et le garçon, lui, il grandit chez les Dunbar. Et c'est là que cette histoire devient vraiment troublante. Plusieurs témoins affirment que l'enfant ne reconnaissait pas sa maison, ni même son chien, qu'il appelait ses parents monsieur et madame, qu'il avait peur du bain, un détail anodin, mais que la mère Dunbar avait mentionné à la police pendant l'enquête. Bobby adorait l'eau. Le doute pourtant s'efface avec le temps. Le petit Bobby grandit, devient un homme, se marie et fonde une famille. L'affaire s'éloigne, se dilue dans la mémoire collective. Mais certaines histoires ne s'éteignent jamais complètement. De l'autre côté, la femme qui affirmait être la véritable mère de l'enfant, Julianne Anderson, s'est installée à Poplarville, dans le Mississippi. Elle y a refait sa vie, fondé une église et élevé 7 enfants. Et pourtant, jusqu'à sa mort, elle parlait souvent de son fils perdu, convaincue qu'il vivait quelque part sous un autre nom. Et au fur et à mesure, le mystère prend une autre forme. En 1944, bien des années après le procès, le fils d'un des Anderson, Hollis, aurait reçu la visite d'un homme venu à son atelier. Ils auraient parlé longuement et l'homme disait s'appeler Bobby Dunbar. Plus tard, la sœur de Hollis racontera une scène similaire. Un inconnu, à la station-service où elle travaillait, est venu lui parler doucement, presque ému. Elle jurait que c'était lui. Du côté de la famille Dunbar, on retrouve le même genre de souvenir. En 1963, alors qu'il traverse le Mississippi, le vieil homme désigne par la fenêtre une petite ville. « Ce sont ces gens-là », dit-il simplement. « Ceux qui sont venus me chercher. » Comme si une partie de lui savait, comme si 2 vies séparées par un verdict restaient liées par un fil invisible. Et puis un siècle plus tard, la science finit par parler. En 2008, les descendants des 2 familles font un test ADN et le verdict est sans appel. L'homme élevé comme Bobby Dunbar n'était pas Bobby Dunbar. Le vrai petit garçon, celui du lac Swayze, n'a jamais été retrouvé. Alors que s'est-il passé ? William Walters disait la vérité. Il mourut en 1945 en répétant jusqu'à la fin « Je n'ai jamais enlevé cet enfant ». Et en fait, ce qu'on croyait être une résurrection n'était qu'un échange de corps. Un retour qui n'en était pas un. Et si c'était ça finalement la plus grande peur humaine ? Non pas la disparition, mais le faux retour. Le revenant n'étant pas celui qu'on a perdu. Le double, l'imposteur, celui qui porte un visage familier mais n'abrite plus la même âme. En fait, ce motif, il se répète dans toutes les cultures. Les doppelgangers, la possession d'esprit, les clones ou même les abductions extraterrestres où un être revient mais il est différent. Et les témoins le disent souvent, ce n'était plus vraiment lui. L'histoire de Bobby n'est pas un cas isolé. Dans les années 60, à Cannock Chase, en Angleterre, une petite fille aurait été retrouvée plusieurs années après sa mort supposée, à l'endroit même de sa disparition et habillée exactement pareil que 5 ans plus tôt. Et ça, j'en parle dans mon livre 13 mystères pour la nuit d'Halloween. Si ce genre d'histoire vous fascine autant que moi, n'hésitez pas à jeter un œil, je vous mets tous les liens dans le commentaire de cette vidéo. Et dans cette anecdote, les habitants voient un spectre, d'autres un écho d'un drame jamais résolu. Quelque part, le fils Anderson, Bruce, a pris la place d'un fantôme. Il s'est fondu dans la vie devenue imaginaire d'un autre petit garçon dont l'absence a créé un vide trop profond, devenant lui-même le fantôme de sa famille réelle. Et si c'est possible, alors on va peut-être voir que l'inverse l'est tout autant. Un fantôme peut venir s'intégrer chez les humains et même devenir intime avec eux. Il y a des histoires où le mystère prend la forme d'un lieu et d'autres celle d'un visage. Et puis, il y a celle où le mystère rentre en vous. L'histoire de Joe Fisher, journaliste canadien, en fait partie. Né en Angleterre en 1947, Fisher émigre au Canada dans les années 70. C'est un esprit rationnel formé au journalisme d'investigation. Il écrit pour des journaux sérieux, parle de politique, de société, de voyage. Rien à voir avec le surnaturel. D'ailleurs, à 22 ans, il était déjà rédacteur en chef du Staffordshire Advertiser,
en Angleterre. Après avoir émigré au Canada, il est devenu journaliste d'investigation et chroniqueur pour le Toronto Sun et le Toronto Star. Il a également voyagé fréquemment pendant son travail de journaliste entre la Grèce, l'Irlande, l'Équateur, le Maroc et même le Pérou. Dans ces lieux, il a recherché ses propres projets d'écriture personnelle. Et dans les années 70, Joe Fisher s'était forgé la réputation d'être l'un des principaux journalistes d'investigation au Canada. Mais il y avait une autre facette en lui. Fils rebelle de fondamentalistes chrétiens, il est devenu de plus en plus captivé par les religions orientales, devenant finalement un expert médiatique populaire sur les phénomènes paranormaux. Et dans les années 80, tout change. L'histoire commence en fait vraiment en 1984, lorsqu'il rencontre une médium, Aviva Neumann, un pseudonyme, disait-il. Au début, les séances sont fascinantes, presque anecdotiques. À travers la voix d'Aviva, un certain Russell Parnick, fermier du Yorkshire au XIXe siècle, prétend lui parler. Et bientôt, une autre présence se manifeste. Philippa, une femme grecque qu'il aurait connue dans des vies antérieures. Selon le médium, c'est l'esprit d'une jeune femme morte au XIXe siècle, passionnée, douce et un peu mélancolique. Les premières séances intriguent Joe, il prend des notes, il compare les propos de Philippa à des sources historiques, et au début, il se dit que tout ça c'est qu'un jeu de l'esprit, un mélange de mémoire collective et d'invention inconsciente en fait. Mais au fil des séances, quelque chose change. Philippa s'adresse directement à lui. Elle dit le connaître d'une autre vie. Fisher écrit « Elle disait qu'elle était mon guide, quelqu'un que j'avais connu dans de nombreuses vies antérieures. L'homme rationnel qu'il était se prend au jeu. Il tente même par la méditation de trouver les souvenirs de ses vies passées, des fragments d'autres époques, d'autres continents, aussi lointains que l'Atlantide ou Lémurie. Et au fil des mois, le cercle s'agrandit. Une trentaine de personnes assistent aux séances hebdomadaires, chacune recevant son propre guide avec une histoire, un nom et un caractère. Tout semble cohérent, trop peut-être. Puis, Fisher raconte avoir établi un contact direct avec Philippa sans l'aide du médium, par la méditation, dit-il. Et c'est là que tout bascule. Philippa commence à lui parler d'amour. Elle dit qu'ils ont partagé des vies ensemble, qu'ils se sont aimés et qu'ils se retrouveront encore. Elle lui confie une mission, transmettre la vérité sur le monde spirituel. Il devient dépendant d'elle. Il la consulte avant chaque décision importante. Et Fisher écrit que cette relation invisible a fini par détruire ce qu'il vivait dans le monde réel. Sa compagne de l'époque s'éloigne. Lui, il s'enferme dans la méditation et l'écriture, convaincu que sa tâche sur Terre est de réparer les fautes d'une vie ancienne en Mésopotamie où il aurait causé la mort de nombreux innocents. Et c'est pas un cas isolé, plusieurs membres du groupe racontent la même chose. Ils deviennent eux aussi dépendants de leur guide, à la fois fascinés et prisonniers d'une présence qu'ils ne comprennent plus. Fisher, peu à peu, prend peur. Et là, son côté journalistique reprend le dessus. Il commence à vérifier les identités des esprits, à recouper les noms, les dates et les lieux évoqués pendant les séances. Et ce qu'il découvre le glace. Beaucoup de détails sont faux, mélangés, contradictoires. Certaines entités semblent mentir délibérément. D'autres changent de version. Et Fisher écrit « Ce sont des fantômes affamés, des esprits qui se nourrissent de nos croyances, de notre attention et du besoin de faire sens de quelque chose que nous ne comprenons pas. » Et en exposant ces contradictions, il pensait peut-être refermer la porte, mais à partir de là, ses certitudes se dérèglent. Philippa devient instable, jalouse, menaçante. Fisher affirme qu'elle le harcèle à travers ses pensées et qu'elle se manifeste même quand il ne veut plus l'entendre. Et puis, comme souvent dans ce genre d'histoire, la frontière entre le mental et le spirituel se brouille. Le journaliste rationnel est happé par sa propre enquête. Et ce qui n'était qu'une expérience devient une relation. Philippa lui ayant parlé d'amour, de réincarnation, d'un lien éternel.
Fisher, lui, il oscille entre fascination et terreur. En fait, il sait qu'il est en train de franchir une limite. L'un de ses ouvrages, The Siren Call of Hungry Ghost, publié en 1990, porte bien son nom. Il s'appelle en fait L'appel fantôme des sirènes affamées. Et dans ce livre, il écrit « Ces présences ne sont pas ce qu'elles disent être. Elles se nourrissent de notre attention, de nos émotions. Elles prennent ce qu'elles peuvent, puis elles nous laissent vides. » Peu après, Fisher se retire de la vie publique. Il ne participe plus à aucune conférence et il évite la presse. Ceux qui l'ont connu à cette époque parlent d'un homme épuisé, nerveux et finalement hanté. Il aurait confié à un ami « J'ai ouvert une porte que je ne peux pas refermer ». On dit qu'il continuait de parler à Philippa, que même avoir dénoncé le mensonge de ces entités, il sentait encore sa présence comme une voix intérieure qu'il n'arrivait plus à faire taire. Et puis un jour de mai 2001, Joe Fisher part faire une balade dans les montagnes de l'Ontario. Il ne rentrera jamais. Son corps est retrouvé au pied d'une falaise. La conclusion officielle parle d'un acte volontaire, mais certains amis, encore aujourd'hui, refusent d'y croire. Ils affirment que Joe préparait un nouveau livre, qu'il allait mieux et qu'il n'aurait laissé aucune lettre. D'autres évoquent des phénomènes étranges dans les jours qui ont suivi son décès. Des bruits de pas dans sa maison, des courants d'air froid, des documents déplacés. Rien de prouvable évidemment, mais assez pour entretenir cette impression que l'histoire n'est pas tout à fait finie. Fisher, dans ses derniers récits, répétait une phrase. Quand on regarde trop souvent l'invisible, l'invisible finit par nous regarder en retour. Était-il tombé amoureux d'un fantôme? Était-il victime d'une sorte de manipulation psychique ou simplement d'un miroir tendu par sa propre solitude? Peut-être que la vérité, encore une fois, se situe entre les deux. Philippa n'était peut-être pas réelle, mais l'amour de Joe Fisher, lui, l'était. Et c'est peut-être ça finalement la clé de toute cette série d'histoires. À Aurora, on a enterré un corps sans certitude qu'il était mort, ni même qu'il soit réel. À Opelousas, on a rendu à une famille un enfant qui n'était pas le leur. Et à Toronto, un homme a aimé une femme qui n'existait plus, ou peut-être même pas du tout. 3 histoires, 3 illusions peut-être, mais aussi 3 quêtes du même mystère. Qu'est-ce qui fait de nous un être vivant? Le souffle, le corps, le souvenir, l'amour? Et peut-être que la conscience finalement ne s'arrête jamais vraiment, qu'elle passe de forme en forme, de corps en corps, de souvenir en souvenir. Peut-être que nos morts, nos disparus, nos fantômes ne cherchent pas à nous effrayer, mais simplement à exister encore un peu à travers nous. Peut-être que le plus effrayant dans tout ça, c'est pas que les morts reviennent, c'est que les vivants parfois cesse de l'être. Voilà, j'espère que cet épisode spécial période d'Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à me partager d'autres histoires étranges ou des idées d'histoires que vous aimeriez que je raconte. Comme d'habitude, je vais vous laisser ici et là des playlists pour continuer avec moi d'enquêter sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Ça sonne à la porte. Juste quand je réussissais l'intro. Vous regardez le bêtisier ou pas? Ah là là, c'est rigolo hein. Je me trompe, je bafouille. Là ça va me faire des rushs pour le bêtisier final que personne ne regarde.